Bonjour, c'est Axel sur LC41 par cette magnifique journée d'été, la première de l'année. Aujourd'hui, je rebondis sur une récente vidéo de LoFuel qui explique comment passer la licence de pilote privé hélicoptère. Une grande partie de ce que décrit Corentin concernant la licence PPLH s'applique à la licence de pilote privé avion, sauf bien entendu les coûts ainsi que la prorogation des qualifications. Et maintenant que vous avez passé votre licence sur un avion monomoteur à piston comme le vénérable Cessna 150 qui est à mes côtés aujourd'hui, ou le DR400 consommant de l'essence avec une manette de gaz et une manette de richesse, avec un train fixe, tricycle et une instrumentation classique, vous avez désormais le droit de piloter tout avion monomoteur à piston terrestre consommant de l'essence avec une manette de gaz, une manette de richesse, avec train fixe, tricycle, pas fixe et instrumentation classique sous le régime VFR. Alors que faire par la suite pour pouvoir piloter les avions que vous admirez tant sur les tarmacs, pour pouvoir faire des figures dans le ciel ou tout simplement vous affranchir des minima VFR qui vous font annuler tant de vols? Aujourd'hui, je vais vous parler des privilèges que vous pourrez rajouter à votre qualification de classe, ainsi que d'autres qualifications que vous pouvez obtenir après le PPL. On va commencer par parler de ce que l'on appelle les variantes SEP. Au sein de la classe des monomoteurs à piston, il existe des variantes pour lesquelles une formation supplémentaire est requise. À l'issue de cette formation, l'instructeur apposera la mention appropriée dans votre carnet de vol. Les variantes SEP sont valables à vie et aucune prorogation n'est nécessaire. Un problème avec les variantes est que la réglementation prévoit une formation aux différences, mais ne spécifie pas le contenu de celle-ci qui est laissé à l'appréciation de chaque instructeur ou organisme de formation. Le contenu de la formation peut donc varier en fonction de l'instructeur ou en fonction de l'organisme. En aéroclub, un lâcher-machine sera habituellement l'occasion d'obtenir de nouvelles variantes nécessaires à cette machine. Si vous voulez pouvoir voler sur des avions un peu plus puissants, généralement avec des moteurs de 180 à 200 chevaux ou plus, comme le DA40 180, avec instrumentation classique, le Cessna 172 Rocket, ou le Cessna C182, il vous faudra apprendre à maîtriser le pas variable à l'aide de la troisième manette qui contrôle le régime moteur. Comptez 1 ou 2 heures de vol. Le nombre d'avions équipés d'instruments de vol électroniques, que ce soit du Denon, Avidyne, Garmin G1000, Garmin G500, G3X ou Aspen 1000, est en augmentation constante. Il y a 3 aspects à l'instrumentation EFIS. Premièrement, la lecture des instruments. C'est la chose qui est commune entre tous les EFIS, l'affichage de la vitesse et de l'altitude par bande plutôt qu'en horloge. Deuxièmement, les réglages. Sur les instruments totalement intégrés, comme le G1000 par exemple, naviguer dans les menus pour trouver comment régler le transpondeur, l'ADF, le DME, le boîtier de mélange, faire apparaître le VOR, etc., relève du cauchemar si l'on n'a pas pris la peine de bien se familiariser avec le système au sol. Troisièmement, les modes de panne. Quelles sont les conséquences de la perte du GPS, de la pression statique ou de l'anémomètre? Les conséquences d'une panne qui serait anodine sur une instrumentation bi-aiguille peuvent avoir des effets très surprenants sur EFIS en faisant apparaître de grandes croix rouges sur des instruments qui n'ont aucun lien apparent avec la cause racine. À l'issue de la formation, qui peut aller du 1 heure ou 2 jusqu'à 10 heures au sol et en vol, en fonction de l'organisme de la préparation du pilote et du système employé, l'instructeur validera la formation dans votre carnet de vol et vous serez apte à piloter un avion avec n'importe quel EFIS. Gardez cependant en tête qu'une formation sur Aspen 1000 ou Denon ne vous prépare pas à maîtriser le G1000 par exemple, même si la réglementation vous y autorise.
Il vous faudra donc soit vous auto-former, soit recevoir une formation complémentaire pour être capable d'utiliser d'autres EFIS que celui sur lequel vous avez été formé. Avec la variante EFIS, vous pourrez donc piloter un Cessna 172 G1000 ou un Tecnam P2010, et si vous rajoutez la variante VP, donc pas variable, un DA40 180 G1000 ou un Columbia 350. Certains me soutiennent que piloter un avion avec des trucs qui pendouillent à l'extérieur est contre nature. Pour piloter un TB20, un Beech Bonanza F-33A, un Cessna 172 RG ou un Piper PA-28 Arrow, il vous faudra recevoir une formation sur train rentrant, en plus de la variante pas variable. Pendant cette formation, vous apprendrez à rentrer et sortir le train au moment opportun. Vous apprendrez aussi à reconnaître et traiter les alarmes de train, ainsi que gérer les pannes. Comptez entre 2 et 5 heures de vol, surtout si vous n'avez pas d'expérience préalable en pas variable, car la charge de travail en tour de piste est assez supérieure à celle d'un avion à train et pas fixe, en particulier parce que la vitesse est souvent supérieure aussi. Les avions à train rentrant ont le plus souvent aussi une hélice à pas variable. Les moteurs diesel, comme les Continental Diesel, autrefois appelés Tillert, ou les Ostro qui équipent certains DA40 ou DR400 EcoFlyer, n'ont qu'une seule commande moteur, ce qui rend la gestion du moteur très simple. Les moteurs sont contrôlés par un boîtier électronique appelé FADEC ou EQ qui détermine la pression d'admission, la quantité de carburant à injecter, ainsi que le pas de l'hélice pour fournir la puissance demandée par le pilote à travers la monomanette. La gestion de ces moteurs est très simple par rapport aux 2 ou 3 manettes d'autres avions, mais les modes de panne et le traitement de ces pannes sont très différents des moteurs conventionnels. Comptez 1 heure de formation en vol. Un turbo permet au moteur de ne pas perdre de la puissance avec l'altitude. Cela permet de voler plus haut et plus vite, car à puissance constante, on gagne environ 1% de vitesse propre par 1000 pieds d'altitude. Un turbo peut simplifier certains aspects de la conduite moteur, mais comporte certaines limitations à respecter et introduit de nouveaux modes de panne dont il faut comprendre les conséquences et qu'il faut apprendre à traiter. Comptez 1 à 2 heures de vol. Avec les variantes RU, donc train rentrant, VP, pas variable, et T, turbo, vous pourrez piloter un Cessna T210 ou Beech Bonanza A36 TC, et si vous avez en plus la variante EFIS, un Columbia 400 ou un Cirrus SR22 Turbo. La pressurisation permet de voler confortablement à des altitudes où l'on aurait sinon dû utiliser de l'oxygène, mais il introduit de nouveaux types de pannes qu'il faut apprendre à gérer. Avec les variantes VP, RU, T et P, vous pourrez voler sur Cessna P210 ou Piper Malibu. Si vous êtes tenté par le Piper Cub, Jodel ou Spitfire, vous aurez besoin d'une formation sur train classique. La durée de la formation dépendra du modèle d'avion employé, mais comptez une poignée d'heures. Si vous aimez l'eau, vous pourrez passer la qualification hydravion, moyennant une formation théorique et au moins 8 heures de formation pratique. J'ai toujours adoré le vol de nuit, et je l'ai beaucoup pratiqué lorsque j'habitais en Californie, mais bien moins depuis. Le monde a l'air tellement plus paisible dans l'obscurité, avec les lumières des villes et des instruments pour seul éclairage. De nuit, la navigation et le franchissement d'obstacles demandent une préparation particulière, car on ne distingue pas nécessairement les obstacles et on a moins de repères au sol. On ne voit pas les nuages et on peut donc facilement les pénétrer à notre insu, avec les risques que cela comporte de givrage, de turbulence et perte de l'horizon naturel. Il faut bien maîtriser le balisage de nuit afin de pouvoir évoluer en sécurité à la surface d'un aéroport, ainsi que savoir exploiter les aides lumineuses en approche. Il faut aussi savoir exploiter les moyens de radionavigation. On va donc réviser le vol aux instruments
apprendre la réglementation du VFR nuit, voire la préparation de vol, apprendre à décoller et se poser de nuit, et faire une navigation de nuit. La formation au vol de nuit comporte une partie théorique ainsi qu'au minimum 5 heures d'instruction. Une qualification de montagne permet de se poser sur altisurface ou altiport sur roue. Une formation supplémentaire encore permet aussi de se poser sur ski. Vous avez envie de voler la tête en bas? Pas de problème. Une fois que vous aurez accumulé 30 heures de vol en tant que commandant de bord depuis l'obtention de votre licence, vous pourrez débuter la qualification voltige comprenant une formation théorique et au minimum 5 heures d'instruction en vol. Comptez environ 8 heures d'instruction en vol, surtout si vous n'avez pas d'expérience préalable sur train classique, et vous obtiendrez aussi la variante train classique si la formation est faite sur un avion à train classique. Le Basic Air est une nouvelle qualification de vol aux instruments qui est sortie il y a peu de temps, valable dans les pays membres de l'AESA uniquement, qui ne nécessite pas de compétences en langue anglaise et ne requiert pas un nombre minimal d'heures d'instruction. La formation peut être faite en grande partie en dehors d'un organisme de formation, mais chacun des 3 modules doit être validé par un ATO ayant un programme déposé. À l'issue de votre formation, vous présenterez un examen en vol identique à celui de l'IR. Cette qualification vous conférera le privilège de voler sous régime IFR dans toutes les phases de vol, mais avec des minima d'approche majorés et limités au territoire des pays membres de l'AESA. Lorsque vous aurez obtenu 50 heures de vol en régime IFR en tant que commandant de bord et que vous aurez passé la qualification en langue anglaise, vous pourrez convertir le BIR en IR en passant un nouvel examen en vol. Pour la formation théorique, comptez au minimum 80 heures, dont 3 jours en présentiel. En dépit du fait qu'il n'y ait pas de minimum d'heures de vol requis pour passer le BIR, si vous n'avez aucune expérience préalable du vol aux instruments, ne vous attendez pas à pouvoir être présenté à l'examen avec moins de 40 heures de vol. Si vous n'avez pas de problème avec l'anglais et que vous n'avez pas d'expérience préalable au vol aux instruments, vous pourriez préférer passer directement l'IR par la voie basée compétences, qui est reconnue en dehors des frontières de l'Union européenne. Le théorique est essentiellement le même que pour le BIR, mais l'examen comporte 30% de questions en plus. La formation pratique sera la même et peut elle aussi être faite en grande partie en dehors d'ATO. En termes de privilèges, on pourra faire des approches aux minima publiés, contrairement au BIR qui est limité à des minima publiés majorés. Tout comme pour le BIR, il vous faudra avoir fait 50 heures de vol en campagne en tant que commandant de bord avant de débuter la formation. Les ATO prévoient 80 heures d'études théoriques, dont 3 jours de cours en présentiel. Le minimum d'instruction requis est de 40 heures de vol, dont un certain nombre peut être fait en simulateur. À un moment donné, vous aurez peut-être envie de passer la qualification de multimoteur à piston. Vous apprendrez à gérer une panne moteur, en particulier dans les phases critiques du vol, et l'asymétrie qui en découle. Comptez 10 heures de vol, un peu de théorie et une bonne heure de test en vol. Si vous avez l'IRSE, vous pourrez rajouter l'IRME après avoir reçu 5 heures d'instruction et passer un examen en vol. Afin de passer la qualification de classe monoturbine, il faut avoir préalablement suivi une formation High Performance Aircraft et avoir 200 heures d'expérience totale, dont 70 heures en tant que commandant de bord.
Pour la formation SET, comptez 16 heures de théorique, un examen de 100 QCM auprès de l'ATO et 8 heures de vol. Nous sommes donc arrivés au bout de ma présentation. Vous voyez qu'outre le fait que chaque vol est une nouvelle opportunité pour s'améliorer, on peut continuer son apprentissage pendant un moment après avoir obtenu le PPL. Je me dois encore une fois de préciser que les heures de vol nécessaires à l'obtention des différentes variantes sont données à titre indicatif dans la mesure où la réglementation n'impose pas de minima. J'ai précisé les minima requis là où il y en a. Je remercie Fred Lancelon, Lowfuel, donc Corentin Larose, et Antoine Rogue pour m'avoir permis d'utiliser des extraits de leurs vidéos afin d'illustration. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très bons vols et à bientôt pour de nouvelles vidéos.